rapprochez-vous, voilà, mettez-vous là, on va faire une discussion beaucoup plus improvisée et on va essayer, mais ça j'en suis sûr sans problème, de trouver un sujet d'intervention commune entre Marc et Karine. Alors ce qui serait peut-être bien, c'est d'abord que tous les deux, vous présentiez ce que vous faites de façon relativement simple et directe, en quelque sorte. Et puis après, on verra comment peut-être accélérer notre impact, ou j'en sais rien. On improvisera. Et en tout cas, je te donne la parole, chère Karine, pour que tu mettes en lumière tes actions avec Foodwatch et ce que tu fais. Bonjour, donc je suis Karine Jacquemart, directrice générale de l'association Foodwatch. Et avant, j'ai bossé à Action contre la faim pendant plusieurs années et avec Greenpeace International en Afrique. Voilà, je le dis parce que c'est important de savoir d'où on vient. Ça donne des perspectives et j'ai choisi de travailler notamment sur cette question de l'accès à l'alimentation saine parce que ça me paraît être un des droits fondamentaux essentiels et surtout que si on contrôle l'alimentation, on contrôle les populations. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc voilà, on peut parler de ça. Et du coup des campagnes que mène Foodwatch, qui est un contre-pouvoir citoyen 100% indépendant. On a 10 ans en France. On a aujourd'hui une communauté de 450 000 personnes. Donc ça grossit vite. Et tout simplement parce que je pense que les gens en ont marre. Preuve en est le contexte politique aussi. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des idiots. Ils en ont marre de ne pas avoir justement ce droit fondamental évident respecté. Ils en ont marre de ne pas être entendus. Et quand il y a un contre-pouvoir citoyen 100% indépendant qui dit serrons-nous les coudes pour faire avancer les choses et gagner ce qui devrait être évident, l'interdiction du glyphosate, etc., etc. Et on peut en reparler davantage de ces combats qui est essentiel. Eh bien, ils rejoignent parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est la mobilisation citoyenne et de faire contrepoids pour faire advenir un avenir plein d'espoir, n'est-ce pas ? Et alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les façons dont vous agissez? Comment vous agissez? Vous faites notamment du plaidoyer, mais bien d'autres choses, et en vous appuyant beaucoup sur une approche scientifique, factuelle, et ça serait intéressant que tu développes ça, me semble-t-il. Oui, c'est-à-dire que vraiment ce pourquoi on milite, c'est des objectifs qui sont très, très clairs, très concrets. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas la lune, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est démontré. Ce qui fait que d'ailleurs, quand on le demande face aux dirigeants de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution ou même des politiques, ils ne peuvent pas dire non, vous avez tort. Parce qu'en fait, quand on demande l'interdiction des additifs à base de nitrite et nitrate, c'est parce qu'on estime qu'il y a suffisamment d'études scientifiques qui montrent des risques pour la santé crédibles. Et que par ailleurs, il y a des alternatives pour l'industrie. Donc en fait, il n'y a aucune excuse pour l'inaction et le fait que ça ne soit toujours pas interdit. Ça n'est toujours pas interdit, mais c'est en fait par rapport au poids des lobbies et des intérêts économiques qui trop souvent priment sur la santé publique, mais ça devrait être une évidence. Donc de la même façon, quand on est plusieurs à se battre pour l'interdiction de pesticides, c'est parce que le coût de santé pour les agriculteurs, les agricultrices d'abord, sur bien sûr les sols, la biodiversité sont beaucoup trop importants et que là encore, contrairement à ce qu'on nous dit, il existe des alternatives. Donc la façon dont on se bat, c'est vraiment de s'appuyer sur des faits, sur les études scientifiques et de ramener aussi cette question des droits fondamentaux et de la santé publique au centre de l'échiquier. Voilà, dans un contexte politique où c'est bien trop souvent le ministère de l'économie ou le ministère de l'agriculture et de l'alimentation qui en fait représente l'industrie agroalimentaire très souvent. Et de remettre vraiment l'intérêt général au milieu. Encore une fois, c'est aberrant d'avoir à se battre pour ça, mais c'est la réalité. Et l'autre chose aussi, c'est de documenter et de dénoncer la mainmise finalement de quelques géants. C'est vrai sur les intrants, donc c'est vrai sur les pesticides, c'est vrai sur certains syndicats agricoles qui imposent leurs décisions, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. C'est vrai aussi sur le secteur agro-industriel où on a à peu près 70 géants de l'industrie agroalimentaire qui contrôlent une grosse partie du marché. Et si 6 géants de la grande distribution contrôlent 90% du marché alimentaire en France, ça veut dire qu'ils font la pluie et le beau temps. Et ce qu'on a dénoncé par exemple en novembre, pour sortir un peu des pesticides, des additifs, de tout ça qui est la base. Mais quand j'ai vu en fait à la rentrée qu'il y avait clairement des profiteurs de l'inflation et que la précarité alimentaire augmentait vraiment de façon violente quoi, et spectaculaire en France. Et surtout quand on commence à regarder les responsabilités, on s'est dit que c'était important de le dénoncer. Donc avant de dire oui, ils profitent de l'inflation,
justement, moi j'ai embauché une économiste et là aussi on s'est basé sur des faits, des chiffres hallucinants comme le fait que la marge de l'industrie agroalimentaire avait dépassé de 28% à 48% entre 2021 et le deuxième trimestre 2023. Et quand ils disent sur des plateaux télé ah non, on ne profite pas, c'est pas nous, c'est l'autre, ben moi j'ai pu les confronter du coup en sortant ces chiffres en disant le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais le peu de chiffres qu'il y a, ils montrent que c'est abusé, ça va au-delà de l'augmentation des coûts de production. Donc qu'est-ce que vous avez à dire? Et en fait là ils se taisent, quoi. Parce qu'ils se rendent bien compte que en fait, ils racontent n'importe quoi. Donc c'est ça aussi, c'est pas jouer sur les peurs, c'est pas faire des généralités, c'est pas dire tous les mêmes, etc. C'est le fait de dire, en fait, dans la réalité, est-ce que l'un d'entre vous, parmi les 6 grands distributeurs, est-ce que l'un d'entre vous est prêt à s'engager à de la transparence sur ses marges, de façon à prouver ce que vous êtes en train de prétendre, qui est que vous ne profitez pas de l'inflation? De fait, non, aucun ne l'a fait. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on pousse. C'est parce que je crois que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines, les 2 plus gros ennemis, c'est l'opacité et l'impunité. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps, y compris décider de quels produits alimentaires sont rendus disponibles et à quel prix, ce qui fait qu'ils orientent la consommation vers la malbouffe, parce qu'ils mettent des prix beaucoup moins chers sur la malbouffe, et ils font des surmarges, et là aussi on l'a documenté, vous pouvez trouver tout ça sur le site de foodwatch.fr, ils font des surmarges sur les produits les plus sains, ce qui est totalement scandaleux. C'est-à-dire qu'en fait, ils flèchent les personnes les plus dans la précarité vers des produits de la malbouffe, qui, de fait, amènent, on le sait aujourd'hui, des milliers de cas de diabète. On a un enfant sur 6 en France qui est en surpoids ou obèse. Et en fait, ils ont une vraie responsabilité de la part de l'offre. Voilà. Et le dernier mot, c'est que ce qui est insupportable, c'est cette tendance à mettre la culpabilité et la responsabilité sur les individus. On le voit sur plein de sujets climat, mais c'est évidemment vrai aussi sur la question de la consommation. Et moi, j'ai entendu des choses totalement scandaleuses du type, en fait, si les pauvres deviennent obèses, c'est parce qu'ils le veulent bien et qu'ils sont trop bêtes pour acheter ce qui est bon pour leur santé. Je l'ai entendu. Et je l'ai entendu dans des ministères. Et donc là, il faut être extrêmement clair. C'est que les personnes dans la précarité alimentaire, elles savent très bien, très très bien ce qu'il faut manger. Sauf qu'on ne leur rend pas accessible et qu'on ne leur laisse pas le choix par cette influence dans les supermarchés et par le fait qu'il y a trop peu d'autres circuits qui leur permettent. Donc je rends hommage à toutes les initiatives d'épicerie sociale et solidaire, des réseaux comme le VRAC qui fait du groupement de l'achat groupé dans les quartiers précaires, de tous les projets, les expérimentations de caisses mutuelles qui s'inspirent de la sécurité sociale de l'alimentation, parce que c'est génial, c'est là qu'il faut aller vers plus de démocratie alimentaire et surtout sortir aussi de cette mainmise des supermarchés qui nous imposent des choses. Mais aujourd'hui, c'est quand même eux qui ont du poids et des responsables politiques qui les écoutent beaucoup trop et qui, encore une fois, moi, je suis pas, voilà, je comprends qu'on prenne en compte les intérêts économiques des entreprises. Je ne leur demande pas de devenir des philanthropes, mais quand c'est au détriment des droits fondamentaux, du droit à l'alimentation et de l'accès pour toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable et abordable, et chaque mot compte, là, c'est pas OK en fait. Et c'est pour ça qu'on se bat et continuera à se battre en bonne intelligence et en complémentarité avec des associations aussi qui bossent sur les parties environnementales, climat, agriculture, paysans-paysannes, mais aussi toutes les associations avec qui on est en contact, qui travaillent justement sur le sujet de la précarité et de la démocratie alimentaire, parce que c'est bien en gardant une vision globale de la chaîne et en étant soudés et complémentaires qu'on arrivera à faire levier et à faire changer les choses. Et merci. Et peut-être une question complémentaire. Sur votre démarche, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément, ou pas uniquement, ou pas dans le même temps, uniquement dans l'affrontement. Vous cherchez, me semble-t-il, à instaurer un dialogue au départ avec ces entreprises et pas simplement à les dénoncer. On n'est pas fermé au dialogue, mais par expérience, moi je leur dis, j'accepte des rendez-vous s'ils ont quelque chose à me dire, quoi. Parce que nos demandes, encore une fois, elles sont objectives, quoi. C'est interdire les substances les plus dangereuses, être transparent sur la construction des prix quand on voit que des millions de gens en France sont dans la précarité alimentaire. Donc par définition, moi je ne suis pas fermé absolument au dialogue. Et encore une fois, je ne suis pas pour que ces entreprises cessent d'exister. Simplement, pour dialoguer, encore faut-il que ce ne soit pas pour me raconter pendant 2 heures le greenwashing d'une politique de RSE qui, dans la réalité, ne se matérialise pas, quoi. Donc oui, on est ouvert au dialogue, mais on n'est pas ouvert à se faire manipuler avec des acteurs qui, là, je monte un peu le ton, hein, mais ça fait presque 9 ans que je développe Foodwatch en France. On est aussi à l'échelle européenne.
Je ne vois pas beaucoup d'actions concrètes qui vont dans le bon sens. Donc moi, je reste tout à fait ouverte au dialogue et constructive. Mais en même temps, on poussera tant qu'il faut pousser, parce que c'est surtout pour le moment ce qui nous oblige à faire, quoi. Est-ce que tu constates, ce qu'on avait la discussion tout à l'heure, avant le déjeuner, qu'il y a quand même... Enfin, dans quel sens ça va selon toi? Est-ce qu'il y a un raidissement? Est-ce que les actions de tout ce qu'on fait nous et toi différemment, etc., poussent à une évolution? Voilà. Je ne vais pas te donner la réponse, mais qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, je pense qu'il y a vraiment deux choses très différentes qu'il faut vraiment avoir la prudence de distinguer. Je parlais tout à l'heure des initiatives sur le terrain. Je pense que côté entreprise, c'est pareil. Entre les initiatives de plein de PME qui cherchent vraiment à faire les choses bien aussi à l'échelle de leur territoire, évidemment le développement de l'économie sociale et solidaire, il se passe plein de trucs qui vont vraiment dans le bon sens, qui sont ultra encourageants. Mais quand je regarde les grosses multinationales qui contrôlent le marché, là franchement, c'est scandaleux et ça me donne envie de continuer à résister et à confronter. Parce que ça fait quand même 2 fois qu'on attaque Nestlé en justice, par exemple. Donc Foodwatch a attaqué Nestlé en justice dans le scandale Buitoni en 2022, vous vous en rappelez. Et là, il y a encore eu un rebondissement de ce scandale, mais on a attaqué en justice Nestlé de nouveau en février, dans le scandale des eaux minérales filtrées illégalement, et où en fait on découvre au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de sources d'eau qui sont contaminées. Et alors ils sont contaminés avec quoi? Ils sont contaminés avec des résidus de pesticides, des PFAS. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est ce système agro-industriel qui contamine les sols. Et du coup, à tel point qu'on en retrouve même de ces contaminants dans les nappes d'eau les plus souterraines, les plus profondes, censées nous fournir les eaux minérales qui, selon la réglementation européenne, ne doivent pas être filtrées puisqu'elles sont censées être si pures. Et en fait, elles sont contaminées par leur propre système. Et en plus, ils ne le disent pas, ils le cachent, ils font des filtrages illégaux et on apprend les infos au fur et à mesure. Donc en fait non. C'est-à-dire qu'il y a des changements à l'échelle sociétale, mais quand je vois comment se comportent ces grandes entreprises, et ça n'est qu'un exemple, quand je vois comment se comporte la grande distribution qui, encore une fois, dans les paniers anti-inflation, et a prétendu être la solution pour les gens, j'ai pas vu un seul produit sain dans ces paniers anti-inflation, j'ai vu que de la malbouffe et des produits ultra transformés. Donc quand je vois la responsabilité de ces acteurs et qu'ils ne l'assument pas, qu'ils ne la prennent pas, qu'ils ne la reconnaissent pas et qu'ils ne progressent pas, et quand je vois l'inaction politique des décideurs qui n'ont toujours pas ni interdit, je reprends ces exemples, ils sont emblématiques, mais il n'y a pas que ça. C'est ni interdit les additifs à base de nitrite et de nitrate, ni le glyphosate, ni tout ça, alors que c'est la santé publique et vraiment la contamination de tout notre environnement, quoi. Alors non, je ne dirais pas que les choses vont dans le bon sens, et d'autant plus qu'on a essuyé quelques reculs récents tout à fait inquiétants. Et je veux parler là du pacte vert à l'échelle européenne. Vous avez peut-être suivi ça, mais là, il y a quelques semaines, il y a eu la loi d'orientation agricole en France qui était censée amener justement des choses positives pour la réinstallation des paysans, des paysannes, des agriculteurs, et qui a mené tout le contraire, y compris faciliter des infrastructures comme les méga-bassines. On a eu un recul sur le pacte vert qui n'était pas parfait, et la stratégie de la fourche à la fourchette, mais qui quand même établissait une direction plutôt vers une transition agricole et alimentaire intéressante. Et pour une fois, on l'avait sur le papier, et les lobbies ont tout fait pour qu'on recule, et ils ont réussi. Donc en fait, c'est tellement fastidieux que moi j'ai plutôt envie de dire, ne nous résignons pas, mais mobilisons-nous, serrons-nous les coudes et soyons encore plus forts dans la confrontation non violente mais déterminée. Parce que sinon, je vois plus de recul que d'avancée, quoi. Merci. Alors, tu voulais réagir peut-être, et puis après je te donnerai la parole sur ce que tu fais et pour que tu présentes toi tes modes d'action qui sont différents, extrêmement éclairants et inspirants aussi. Moi, tu sais, dans cette intimité, je suis très bien dans l'entre-deux. Mais effectivement, je voulais te demander, comment dire, je m'étais intéressé au fait que l'eau du robinet, bêtement, est aujourd'hui quasiment beaucoup moins dangereuse que l'eau qu'on achète dans les supermarchés. Et ça me fait mal au cœur à chaque fois que je vois des gens qui vont acheter des packs de cristalline ou d'autres eaux, fussent-elles de Nestlé. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus. En fait, l'eau qu'on consomme, en ville ou ailleurs, je crois, elle est contrôlée de 20 manières différentes. Enfin, et elle m'a l'air beaucoup plus saine. Quand bien même l'eau minérale ne serait pas contaminée, que ces packs d'eau minérale. Je ne sais pas si tu as des billes là-dessus. Ça dépend des eaux, je pense quand même. Oui, ça dépend des eaux. Et puis de toute façon, je ne dirais pas non plus que toutes les eaux du robinet sont parfaites parce qu'il y a plein de contaminants. Ça dépend de comment les infrastructures sont. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marketing marche à fond. Donc, vous regardez toutes les eaux minérales. Moi, je les ai bien regardées quand on a fait des interviews aussi, quand on a porté plainte sur ces filtres illégaux.
Tout est fait pour vous faire croire que l'eau, elle descend de la montagne et que voilà, elle est saine et que ça vaut le coup de payer 100 fois plus cher que l'eau du robinet, quoi. Et non, ça vaut pas le coup de payer 100 fois plus cher que l'eau du robinet. Voilà. Parce que l'eau du robinet, en effet, elle est traitée et que ces eaux-là, bah, on le voit bien, elles sont pas exemptes de risques sanitaires, ou en tout cas, elles ont des filtres comme l'eau du robinet quand il y a besoin. C'est du marketing, en fait. Je ne parle même pas du microplastique que vous retrouvez dans votre eau parce que c'est la plupart du temps dans des bouteilles en plastique, ni de forcément l'impact que ça a sur l'environnement d'acheter autant de bouteilles en plastique. Il y en a 500 milliards qui sont vendus par an désormais, ouais. des Donc, bouteilles, des contenants en plastique. Ouais. Mais voilà, mais encore une fois, tout ça, c'est le problème d'un marketing débridé d'entreprises qui font primer leur profit sur finalement l'intérêt général. Ouais, l'intérêt général, avec là, en l'occurrence, une question de pouvoir d'achat. Et c'est les mêmes qui disent « Ah, on est l'ami de votre pouvoir d'achat », et qui, encore une fois, envoient les gens, flèchent les gens vers de la malbouffe et leur vendent des bouteilles d'eau minérale 100 fois plus chères que l'eau de robinet sans aucun scrupule. Merci. Marc, je voudrais t'entendre. Ah oui. Mais je voudrais t'entendre sur ce que tu fais, sur ce que tu as monté, sur les podcasts, sur les émissions que tu as créées, et que tu nous racontes un peu ce parcours qui te conduit aujourd'hui, notamment à sortir un livre. Et toi, comment tu souhaites faire bouger les choses, en fait, à ta façon? D'accord, enchanté. Si tu es d'accord. Oui. Non, c'est pas le mariage de la carpe et du lapin, c'est un peu la conf de la carpe et du lapin, même si on est, j'imagine, dans les mêmes soucis, dans les mêmes préoccupations. Moi, je fais des podcasts qui s'appellent Baleine sous gravillon, un nom un peu gai, ou pas, et Mécanique du vivant, qui est un nom horrible qu'on m'a imposé, France Culture m'a imposé, parce que c'est dans la grande famille des mécaniques 2. Et bref, et donc moi je raconte le vivant, tout simplement. Et donc ce dont j'avais prévu de parler à l'origine, je ne sais pas si tu en as envie, mais s'appuie sur des slides. Ah, est-ce que tu as des slides qui sont prêts? Et on peut ne pas en parler et parler d'autres choses. Hein, mais Non, c'est intéressant. Peut-être on va faire un peu en condensé comme on est deux. Peut-être on peut demander à la foule en délire. La foule en délire, oui, de savoir si elle est d'accord. Si... Est-ce que vous êtes d'accord, la foule en délire? Oui, c'est génial. Non, mais ils savent même pas de quoi on va. C'est pas grave, ils sont d'accord. On n'est pas en démocratie comme tu le sais. Allez, on y va. Bon, ok. Alors moi, c'est une question toute bête. Je pense qu'il est très lié à tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire au choix qu'on va faire ou pas demain et après-demain, dans tous les domaines, hein, dans l'urne ou dans nos vies. Ça me gêne d'être assis. Je me lève. Allez hop. Toi et marche, voilà. Voilà, lève-toi et marche. Alors bref, la question toute bête que je pose, je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est comment qualifier le moment dans lequel on vit, sachant que, vous savez, toutes les aires géologiques, enfin pas toutes, mais beaucoup, se terminent par Seine, en tout cas celle de l'ère tertiaire. Et donc, on va se poser la question de quelle est notre mise en scène, quelle est la vôtre, quelle est la mienne. Et avant de prendre position, d'ailleurs je ne prendrai pas position, je voudrais juste expliciter un peu et vous donner quelques points de repère sur quelque chose qui est vraiment un parent pauvre dans nos cultures, je trouve, y compris dans la façon dont on inculque tous les grands aspects du vivant à nos charmantes têtes blondes. Alors oui, ça fait beaucoup de citations au début. Et je pars d'une des idées fausses que je développe dans mon bouquin, là, les idées fausses sur le vivant. Ça m'a quand même surpris pour illustrer ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vous voyez le T-Rex que vous voyez là, c'est la vedette d'un film qui s'appelle Jurassic Park. Et le problème, c'est que le T-Rex, il n'est pas du Jurassic. Je ne sais pas si vous le saviez. Le T-Rex, il est donc vous savez le secondaire, c'est le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Le T-Rex, il est du Crétacé. Il intervient 50 millions d'années après le titre du film. Enfin bref, c'était juste pour pointer le fait que, en fait, très peu d'entre nous, sauf les gens concernés, je pense aux profs d'histoire, éventuellement les géologues, pigent comment on a découpé les 4,6 milliards d'années qui est l'âge de notre planète. Et donc, je vais essayer en 5 minutes de rattraper ça auprès de vous. C'est ambitieux hein, comme programme. Donc, en fait, je disais qu'il y avait des aires géologiques. En fait, la Terre, elle est subdivisée en 4 grands super aires principales qui s'appellent, c'est un joli nom, des éons, comme le chevalier. Je ne sais pas si vous saviez. Et comme je viens de le dire, c'est des super âges. Vous allez comprendre dans un instant. Et ces super âges de la Terre, les 4 éons, ils sont séparés par des immenses grosses dates que je pense tout le monde peut, voire doit connaître, de l'histoire de la planète et de la vie. Quelles sont ces grandes dates?
Eh bien, le premier rayon de la Terre, j'y viens dans un instant, il s'arrête quand commence la vie. C'est-à-dire la Terre, elle a 4,6 milliards d'années, on va essayer de ne pas dire trop de chiffres, et ce premier âge qui s'appelle l'AD1 se finit lorsque la vie apparaît. Grosso modo, il y a 4 milliards d'années. Okay, ensuite, les 2 éons suivants sont séparés par un épisode, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, qui s'appelle la grande oxygénation. Ce qu'on respire aujourd'hui, je n'ai pas dit si on respire, mais j'ai dit ce qu'on respire aujourd'hui, c'est-à-dire l'oxygène, vient du fait qu'il y a des bactéries étranges qui s'appellent les cyanobactéries qui se sont mis à pomper tout le CO2 qu'il y avait majoritairement dans la... J'en vois plein qui font oui de la tête, je pense que j'ai affaire à des gens qui savent toutes ces choses. À pomper tout le CO2 et à rejeter un déchet qui s'appelait le dioxygène, l'oxygène en fait. Et voilà, donc je reviens dans un instant sur cet événement. Les deux dernières périodes, de grandes périodes de l'âge de la Terre, elles sont divisées par ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. C'est une immense explosion de vie sur laquelle je reviendrai. Et vous voyez, la petite période bleue, là, c'est notre super ère actuelle qui s'appelle comment, à ton avis? Non, je ne sais pas. Pardon, c'était juste pour repérer une sorte de... Je ne sais pas non plus. Non, ça ne s'appelle pas la chienlit. Mais non, la chienlit, c'est juste aujourd'hui, en fait. C'est là où on est aujourd'hui. Dans cette période bleue, là, vous voyez, qui est hyper subdivisée et tout ça, ça s'appelle le phanérozoïque. J'y reviens dans un instant. Ça veut dire juste la super ère de tout ce qui est visible. Pourquoi ? Parce que c'est l'ère dans laquelle on retrouve plein de fossiles. Avant, on n'avait pas de fossiles, parce que les animaux, ils étaient tout petits et ils étaient tout mous. Donc bref, je reviens vite fait sur ce que j'ai dit. Le tout premier âge de la Terre s'appelle l'AD1, c'est un beau nom. Ça vient d'Hadès. Hadès, c'est le dieu des enfers dans la mythologie grecque. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la Terre, elle était battue par des pluies de météorites. C'était du magma en fusion partout. Enfin, c'était une vision, on va dire, assez infernale, tout simplement. Voilà, donc un âge assez à la fois hyperactif et ennuyeux, dans la mesure où il n'y a pas de vie. Et bim, il y a 4 milliards d'années, apparition de la vie. Et ça marque la fin arbitraire. Enfin, c'est ça que la CIS, la Commission internationale de stratigraphie, a choisi pour marquer la frontière. C'est arbitraire, je le redis, entre deux grandes périodes de la vie. Donc, apparition de la vie, c'est l'occasion de nous rappeler que nous, on est en banlieue du vivant, là, vous voyez, dans cette représentation. Et on vient tous d'un ancêtre commun qui s'appelle LUCA. LUCA, c'est un acronyme anglais qui signifie Last Universal Common Ancestor. Ça veut dire le dernier ancêtre commun universel. Et son petit acronyme français est un peu plus ridicule, c'est DACU. DACU qui signifie dernier ancêtre commun universel. Bon, juste pour mémoire. Petite idée fausse à rectifier au passage, LUCA, ce n'est pas la première forme de vie. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Il y a eu sans doute beaucoup d'autres essais et d'erreurs du vivant avant d'en arriver à notre ancêtre commun qui s'appelle LUCA. C'est l'histoire, le hasard, la nécessité a retenu LUCA, mais avant, il y a sans doute eu d'autres essais et erreurs qu'on ne connaît pas. Okay ? La deuxième grande période de l'âge de la Terre, ça s'appelle l'Archéen. C'est encore un beau nom. Arché, je ne sais pas si vous le saviez, ça signifie le commencement en grec. Le commencement de quoi ? Le commencement de la vie. Et je pense que vous avez entendu parler de ces cousines des bactéries qu'on appelle les archées, qui portent le même nom, qui veut aussi dire le commencement. Parce que ce furent les premières formes de vie. Voilà. Et longtemps après, donc il y a 2,5 milliards d'années, eh bien, il y a des descendantes de ces premières formes de vie qui ressemblaient grosso modo à des bactéries, qui barbotaient dans l'océan. Toute la vie était dans l'océan à l'époque, il n'y avait aucune vie sur Terre. Il y avait des cyanobactéries qui, comme je l'ai dit, ont pompé le CO2 et qui ont émis un déchet, c'est assez fou de penser que, vous voyez, à l'époque, ce qui était un déchet, qui d'ailleurs, tiens, c'est rigolo ça, qui d'ailleurs, un déchet qui a provoqué sans doute la première immense, énorme extinction de masse. Tout cet oxygène-là n'a pas fait que du bien, cet oxygène très réactif. Donc ça a un peu bousillé tout ce qu'il y avait autour. Bref, je ne vais pas trop m'étendre, mais en résumé, c'est ça qui a été choisi comme frontière entre l'Archéen et le Protérozoïque. Alors, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette opération, non pas du Saint-Esprit, mais des cyanobactéries, qui a consisté à fabriquer de la matière organique avec du CO2 et de l'eau, ça, c'est la photosynthèse qui a été créée par le vivant un peu avant. C'est ça qui s'est passé
C'était les premières photosynthèses massives qui ont commencé à enrichir notre atmosphère en cet oxygène qu'on respire. Voilà. Donc le troisième grand âge de la Terre, il s'appelle le Protérozoïque. Alors il y a plus de syllabes, on va dire que c'est un moins joli mot. C'est évidemment très subjectif, c'est une blague ce que je dis. Protérozoïque, ça veut dire l'âge des tout premiers animaux. Okay, c'est Léon, c'est l'âge de la Terre qui a duré le plus longtemps. Il a duré quasiment 2 milliards d'années celui-là. Et donc c'est un peu une lente montée vers la complexification du vivant, de petites choses qui ressemblaient à des bactéries, vers des choses qui ressemblaient de plus en plus à des êtres multicellulaires, des animaux, etc. Jusqu'à ce qu'on en arrive, il y a seulement un demi-milliard d'années, à ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Donc le Cambrien, c'est une période géologique. Et c'est pareil, hein, les pelotes, on peut toutes les dévider, mais celle-là, je la trouve jolie. Cambria, c'était l'ancien nom du pays de Galles, à l'époque des Romains, vous savez, Astérix. Pourquoi ? Parce que c'est au pays de Galles qu'on a trouvé beaucoup de fossiles de cette époque. On en a trouvé ailleurs, mais aussi en Cambria, d'où explosion cambrienne. Voilà. Et ensuite, en fait, apparaît la dernière phase qui s'appelle le phanérozoïque. C'est notre super ère actuelle, on est toujours dedans. Hein. Et ça veut dire tout ce qui est phanéro, c'est tout ce qui est visible, apparent. Et donc, en fait, ça veut dire l'ère des animaux visibles. Pourquoi visibles ? Parce qu'on a des fossiles. C'est pour ça que notre super ère s'appelle comme ça. Donc bref, si on regarde un peu vite fait ce qui se passe, ces fameux trucs que personne connaît et qui sont un peu rébarbatives à l'école, mais qui sont quand même assez utiles pour comprendre l'histoire de la vie. Vous voyez, j'ai mis des ronds là où c'est intéressant. En fait, le pré-cambrien, c'est tout ce que je viens de raconter jusqu'à maintenant. Okay, donc je rappelle, ça commence il y a moins 4,6 milliards d'années, ça s'arrête il y a un demi-milliard d'années. Tout ça, c'est le précambrien. Tout ce qu'il y a sur le tableau, là, c'est un dixième de l'histoire de la Terre, juste pour rappeler les proportions. Okay, là le tableau, il n'est pas à l'échelle. Bon, bref, ce fameux phanérozoïque, il est lui-même divisé en 3 grandes aires, et c'est là que tout le monde s'en mêle les crayons. Vous savez, la fameuse ère primaire, l'ère secondaire et l'ère tertiaire. En fait, ce n'est pas si compliqué. L'ère primaire, qui est aussi appelée le paléozoïque, l'ère des animaux anciens, en fait, son surnom, c'est l'ère des poissons, parce que c'est l'ère pendant laquelle les poissons se sont énormément diversifiés dans les océans. L'ère secondaire, qui s'appelle aussi le mésozoïque, c'est pas compliqué, c'est l'ère du milieu. Méso, c'est le milieu. Donc son surnom, c'est l'ère des reptiles. Et là, on est, alors il y a débat, mais je ne vais pas trop compliquer, on est dans une ère tertiaire qui s'appelle le Cénozoïque. Céno, kainos, ça veut dire tout ce qui est nouveau. Et donc, on est dans l'ère des animaux nouveaux. Et on va dire qu'un certain nombre de scientifiques, de manière très anthropocentrée, ont tenu à créer une 4e ère très récente, le Quaternaire, qui commence il y a seulement 2,6 millions d'années. Et cette date, ça correspond au début de l'explosion, en gros, du genre Homo qui commence à se balader un peu partout dans le monde. Et c'est ça qui marque la frontière entre ce qu'on appelle le tertiaire et le quaternaire. Je ne fais pas trop compliqué. Les grosses dates que j'ai entourées pour que vous en ayez conscience, grande extinction de masse. Okay, la pire extinction de masse de tous les temps, c'est celle qui a été choisie pour séparer l'ère primaire, l'ère des poissons, de l'ère des reptiles, de l'ère secondaire. Et ça, c'était il y a 250 millions d'années. C'est la pire des fameuses 5 grandes extinctions de masse. Aujourd'hui, on est dans la 6e. Il y en a une que vous connaissez tous, c'est il y a 66 millions d'années. Eh bien, c'est la fameuse extinction de masse qui a vu la sortie de scène, si j'ose dire, de nos amis les dinosaures. Voilà. Donc, vous comprenez mieux pourquoi cette phrase m'avait fait bondir quand je m'étais rendu compte que le T-Rex, il ne datait pas du Jurassique. C'est quand même incroyable. Bon, je passe vite sur ces histoires d'espèces fossiles, reliques. En fait, d'un point de vue naturaliste, c'est complètement faux de dire que des espèces ou de penser ou de croire que certains animaux n'ont pas du tout évolué pendant des millions d'années. Ils ont tous évolué. Ils ont juste évolué un peu moins, un peu plus, mais ils ont tous évolué. Le fameux sélacanthe, qui a été entre guillemets redécouvert par Laurent Balesta, il a bien sûr évolué entre le modèle d'il y a 70 millions d'années et celui d'aujourd'hui. On pensait qu'il s'était éteint il y a 70 millions d'années. Bon, donc je passe vite là-dessus. Encore un tout petit mot sur les dinosaures pour vous, je ne sais pas, pour vous montrer qu'on peut dévider des pelotes sans être un connaisseur. Je ne sais pas si vous le saviez, les dinosaures, c'est vraiment un élément de la pop culture aujourd'hui. Hein. Il y a peu de familles ou d'enfants ou même d'adultes qui ne s'intéressent pas à ce sujet des dinosaures.
Déjà, pour vous dire qu'il y a 2 types de dinosaures. Il y a tous ceux Juste, qui ont... il te reste 10 minutes là. Ah, Attention, hein, max. mais dis donc, tu m'avais dit 3 quarts d'heure. Ah oui, mais là, comme on est à 2, Ah oui. c'est notre Ah oui. règle du jeu, tu vois. Tu fais bien de me le dire. Donc je finis très vite. Il y a ceux qui ont des hanches d'oiseaux, donc les ornithischiens, et ceux qui ont des hanches de lézards. Et en gros, tous ceux qui ont des hanches d'oiseaux, c'est ces gros pépères herbivores à droite, et un peu les méchants, mais pas que, aussi les gros diplodocus. Là, tout ça, Pourquoi je dis ça? Parce que les oiseaux, comme Archaeopteryx, sont issus des ornithischiens, et donc, en fait, la conclusion de... On me presse, mais ce que je voulais vous dire, c'est que les dinosaures n'ont pas disparu non plus. Leurs descendants actuels s'appellent les oiseaux. Les 11 000 espèces d'oiseaux d'aujourd'hui sont les descendants de ces dinosaures. Bon, je passe vite vu que bim bam. Et donc, si tu m'accordes 2 minutes... Je t'ai dit 8. Donc, tu vois. J'ai compris une. Non, je t'ai dit 8. Non, 10. Non, ça va. Alors, si on a 7 minutes, c'est bien. Alors, j'en viens. Alors, après ce petit éclaircissement sur, en gros, c'était quoi l'album de famille de notre jolie planète. Donc, je repose la question, comment on pourrait appeler l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en mars, il y a la fameuse CIS, la Commission internationale de stratigraphie, je dis fameuse exprès parce que personne ne la connaît, mais elle a décidé qu'en aucun cas, on ne baptiserait cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes l'Anthropocène. Voilà, ça c'est terminé. Peut-être plus tard ils le referont, mais ils ont décidé que non. Cette courte période qui a commencé en gros à l'ère industrielle, eh bien, en tout cas pour les scientifiques qui bossent dessus, non, ne sera pas appelé l'Anthropocène, comme beaucoup de philosophes, de penseurs, de scientifiques le proposaient. Ce mot, on a l'impression qu'il est récent, mais il a été proposé en 2000 par Crutzen et Sturmer. Alors, une petite inflexion vers la subtilité, je ne sais pas ce que vous en pensez. En 2009, il y a ce monsieur là qui est un Suédois, qui est un prof de géographie, Andreas Malm, qui a proposé plutôt de parler de capitalocène. Et son argument, que je trouve assez entendable, c'est que est-ce que la mouise, pour le dire poliment, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on la doit à Anthropos, l'homme, ou est-ce qu'on ne la devrait pas plutôt à l'actuel système économique qu'il s'est choisi, à savoir le capitalisme? Bon, je vous laisse méditer là-dessus, mais c'est la proposition d'Andreas Malm. Alors sachez qu'avant tout ça, on a un Français, Cocorico, qui a proposé un autre mot qui finit par scène, qui s'appelle le molismocène, et son surnom c'est l'ère du poubellien. Ben là, je ne vous fais pas un dessin, enfin, forcément, lui, il avait déjà remarqué dans les années 70, on en a un peu parlé à l'époque, que cette fameuse ère dans laquelle, que nous avons entre guillemets créée, à l'insu de notre plein gré, eh bien, oui, pourrait être caractérisée par tous ces déchets. Hein. Donc, molismo en grec, c'est le déchet. Nous avons une États-Unienne qui s'appelle Donna Haraway qui a proposé le plantationocène. C'est lié à ce que disait Karine juste avant. Notre ère est caractérisée par vraiment une inflexion dans notre façon de cultiver et d'élever. Je ne vous fais pas un dessin, je pense que chacun de vous est au courant. Cocorico à nouveau, Bernard Stiegler, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, a proposé en 2015 l'Anthropocène, mais écrit différemment. Et là, pour ceux qui ont d'éventuels souvenirs de leurs éventuelles écoles d'ingénieurs ou souvenirs tout court, que sais-je, l'entropie écrit comme ça, en fait, c'est une grandeur physique, de thermodynamique, qui est caractérisée par le degré de désordre. En résumé, en physique, en thermodynamique, tout revient au désordre. Dès qu'il y a une espèce d'équilibre ou de construction, on essaye de juguler l'entropie. Et donc, la fameuse chienlit dans laquelle nous serions pourrait être caractérisée par une montée de l'entropie. C'est ce que disait, entre autres, je résume en 3 phrases, ce que disait Bernard Stiegler. Il le disait bien mieux et il a beaucoup plus développé. La fameuse Donna Haraway a proposé un autre terme qui est sans doute le plus rigolo de la bande, qui s'appelle le Cthulhucène. Et Cthulhu, c'est ce qu'on appelle une divinité chtonienne, c'est-à-dire qui peuple le sous-sol. Et en gros, Donna Haraway, cette façon de qualifier notre ère, en gros, est une exhortation à trouver les forces en nous pour nous unir, pour rectifier cette trajectoire, comment on dit, ce collision course, cette trajectoire catastrophique. Joëlle Zask, une autre française, a proposé le Pyrocène. Je ne vous fais pas un dessin, c'est l'ère des méga-feux. On est un peu épargné cette année, mais ça a commencé, je ne sais pas si vous avez vu récemment là. Et puis il y a plein d'autres mots dont vous avez entendu parler, l'accumulocène, le pibocène, le galocène. Galocène, c'est le poulet.
hein. On l'a évoqué vaguement tout à l'heure, mais c'est que verront les anthropologues du 3e millénaire? Beaucoup d'eau de poulet, sans doute, d'où Galocène. Et puis Jean-Baptiste Fressos a proposé aussi le Thanatocène. Thanatos, c'est la mort, hein. Donc c'est l'ère où on commence à tuer quand même beaucoup de nos voisins et de nos frères et sœurs du vivant, comme je les appelle. Et ça, c'est une photo que j'ai prise il n'y a pas longtemps, figurez-vous, que je trouve qui illustrait bien tout ça, de manière plus ou moins gaie. Donc voilà, donc je finis. Il est où, Jérôme? Il est parti, il n'est plus là pour sonner le glas. D'où la réponse à la question, quelle mise en scène? Donc, blagounette, hein, tableau, la scène, je ne sais pas si vous l'avez, Léonard de Vinci. Donc, quelle mise en scène? Ça s'appelle La Scène, ce tableau. Et je finirai sur une petite touche de mathématiques, on va dire, pour vous faire remarquer que pourquoi 12 apôtres, pourquoi 12 heures, pourquoi 12 mois, pourquoi 12 tribus d'Israël, pourquoi 12... beaucoup d'autres choses. Vous avez remarqué que 12 est un nombre très particulier. En fait, en mathématiques, ce nombre s'appelle un nombre sublime. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà entendu. Qu'est-ce qu'un nombre sublime? C'est un nombre dont la somme des diviseurs... Alors, ne vous attachez pas à la complexité de ce que je vais dire. C'est pas si, je sais bien, il faut que je finisse. 1 minute? 1 minute. Un nombre sublime, eh bien, la somme de ses diviseurs, c'est un nombre parfait. Un nombre parfait, c'est quoi? C'est un nombre qui est divisible par lui-même et comment dire, ses diviseurs. C'est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs. Je me suis bien exprimé. Donc voilà. Donc 12, c'est un nombre sublime. Et le deuxième nombre sublime qu'on connaît, c'est celui-là. On n'en connaît que 2. Il est en entier, là. Voilà. Et donc, conclusion, cher Jérôme, il est où? Donc voilà, à l'intersection des chiffres et des mots, les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. J'espère vous avoir apporté quelques éléments pour réfléchir à comment on pourrait qualifier la période dans laquelle on vit et que nous nous sommes collectivement créés. Merci.